Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie, qui a le plaisir de recevoir Maître Moussa Sarr, avocat à la Cour. Bonsoir Maître et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Madame Diallo. Alors, un an jour pour jour, les émeutes de mars dernier, 14 morts. À ce jour, aucune information judiciaire n'a été ouverte. Du moins, on ne le sait pas. On n'a pas entendu le procureur de la République. On a entendu les familles des victimes réclamer que justice soit faite. Aujourd'hui, quel est votre commentaire sur la situation, Maître? Bon, les familles des victimes sont parfaitement fondées à réclamer justice. Ouais. Dans un état de droit, dans une démocratie, il n'est pas admissible qu'un seul citoyen puisse mourir dans des conditions qui ne sont pas élucidées et que la justice ne pose aucun acte allant dans le sens d'élucider la cause, les auteurs de ces morts. Maintenant, ce qu'il y a lieu de constater, et avec regret, c'est que dans notre pays, depuis quelques décennies, à chaque fois qu'il y a des événements politiques, plus précisément de la violence politique, toujours ceux qui meurent, ceux qui sont blessés, passent pour perte et profit. Et cela est vraiment regrettable. Il faut que l'État du Sénégal prenne ses responsabilités pour qu'à chaque fois que des situations comme ça arrivent, qu'une enquête soit ouverte, soit une enquête préliminaire, soit une information judiciaire. Mais nous constatons encore une fois, avec regret, qu'aucun acte n'est posé par la justice, et plus particulièrement le parquet, pour qu'on puisse être éclairé sur la situation. C'est la question que je voulais poser. En de pareilles circonstances, normalement, le procureur devait s'autosaisir et parler aux Sénégalais. Naturellement. Oui. D'autant plus qu'on voit régulièrement le procureur s'autosaisir sur des questions de moindre importance. La personne humaine est sacrée. Absolument. Il est indiqué dans notre Constitution. Le caractère sacré de la personne humaine est indiqué dans notre Constitution. Donc ce qui est normal, c'est que lorsqu'il y a mort d'hommes, surtout une dizaine de morts, certains disent 13, d'autres 14, le procureur de la République doit s'autosaisir et ouvrir une enquête. Le procureur n'a même pas besoin d'être saisi par rapport à ça, parce que l'ordre public est gravement troublé. Et dans des situations de moindre importance, on voit le procureur de la République, les forces de défense sortir pour procéder à des enquêtes ou à des arrestations. Je pense encore une fois que c'est une demande légitime. Et le fait de ne pas ouvrir d'informations judiciaires ou une quelconque enquête pour essayer d'identifier les auteurs, les commanditaires, les responsables, constitue un élément de fragilisation de notre démocratie et également de notre état de droit. Je pense que l'État du Sénégal a intérêt à prendre les mesures nécessaires pour que pareille situation ne se reproduise pas. Surtout que déjà, en 2011, le 23 juin 2011, il y a eu plusieurs morts. Absolument. Et jusqu'à présent, rien. Donc ça devient une tradition dans notre pays qu'en matière politique, on peut perdre sa vie, on peut poser des actes de violence et en contrepartie bénéficier d'une sorte d'immunité ou d'une sorte d'impunité. Et cela n'est pas admissible, encore une fois. Et c'est vraiment regrettable. Ce n'est pas admissible, c'est inacceptable dans un état de droit, dans une démocratie. Qu'une information judiciaire n'a pas été ouverte sur cette affaire, même si on n'a pas entendu le procureur? Est-ce qu'il ne l'a pas fait sans pour autant médiatiser l'affaire? Madame Diallo, lorsqu'une information judiciaire est ouverte, tout le monde est au courant. Absolument. Des actes sont posés. Oui. Si c'est une enquête préliminaire, c'est la gendarmerie ou la police à qui est confiée cette tâche. C'est une information judiciaire, c'est confié en juge d'instruction. Moi, je suis citoyen, je suis acteur de la justice, je n'ai pas entendu depuis ces événements qu'une enquête préliminaire a été ouverte, ni une information judiciaire. Et je dis encore une fois, ce n'est pas une nouveauté. Déjà en 2011, et bien avant, dans ces pays, les activités politiques et certains acteurs politiques bénéficient de fait d'une immunité, voire d'une impunité. Ce n'est pas nouveau. Et il faut mettre un terme à cela. Ça ne peut pas continuer comme ça. Peut-être aussi qu'on a entendu le ministre de l'Intérieur dès les premières heures de cette affaire, aussi meurtrière, on a entendu le ministre dire que ce sont des actes terroristes qui ont été posés. Oui, supposons que c'est des actes terroristes. Moi, je n'y crois pas. Parce que si effectivement c'est des actes terroristes qui ont été posés, et que le ministre de l'Intérieur fait partie des citoyens les plus informés de ce pays, il devrait poser des actes allant dans le sens de l'arrestation de ces terroristes. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu un seul individu arrêté
pour faire du terrorisme. Donc pour moi, ces propos relèvent de la politique politicienne. Je n'y accorde aucune importance parce que cela n'est suivi par aucun acte. En tout état de cause, encore une fois, Madame Diallo, l'État du Sénégal doit prendre ses responsabilités pour ouvrir une enquête préliminaire ou une information judiciaire pour identifier le ou les auteurs de ces actes, les commanditaires, situer les coupables, identifier les coupables et situer les responsabilités. Ça, c'est le minimum dans un état de droit, dans une démocratie qui se veut respectable. Et dans ce pays, tel n'est pas le cas. Il n'y a aucune volonté politique dans ce sens-là. Et ça ne date pas de maintenant. C'est depuis des décennies. On a comme l'impression dans notre pays, certains hommes politiques, les activités politiques sont dans des situations hors droit, hors norme. Et c'est extrêmement grave. On ne peut pas considérer que l'activité politique n'est pas régie par les lois de ce pays. On a cette impression-là. Parce qu'il n'y a pas de sanction. C'est pourquoi à chaque fois qu'on est dans une phase préélectorale ou électorale, on voit les provocations, les invectives, les insultes, la violence verbale et parfois la violence physique qui entraîne souvent des morts ou porte atteinte à l'intégrité physique des citoyens. Il faut que cela cesse. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on peut aboutir à une violence zéro, mais l'État doit prendre ses responsabilités pour atténuer ce phénomène-là. Et ceux qui prendront le risque de violer les lois de ces pays et règlements, mais répondront devant la justice. Donc il faut que justice se fasse. Il faut que la justice passe. On s'attend qu'il n'y a pas cette volonté politique pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur ce qui s'est passé le 3 mars 2021, parce qu'après le ministre de l'Intérieur qui a parlé de terroristes, le président est sorti pour dire que j'ai entendu, j'ai décrypté votre message pour proposer à la jeunesse 400 milliards de francs CFA, et il a tout de suite dit plus jamais ça. Bon, écoutez, il n'a jamais demandé que la lumière soit faite. Oui, mais il doit le demander. C'est le chef de l'État. Il est garant de l'ordre public. Il est garant de la sécurité des citoyens. Au-delà de la réponse politique, économique par rapport à ces émeutes qui ont pour soubassement, au-delà des questions politiques, mais à un soubassement socio-économique, c'est bien de donner des réponses socio-économiques. Mais il fallait ouvrir une enquête pour sanctionner les auteurs de ces faits. Et rien n'a été dit sur ça. Le chef de l'État devait aller dans ce sens. Il est vrai qu'en son temps, nous tous nous étions dessus, qu'en plus des sommes qui ont été dégagées pour faire face à la situation des jeunes, nous nous en félicitons en nous posant la question où est-ce 450 milliards. Est-ce que cela a été débloqué une partie et que sur le terrain, concrètement, est-ce qu'il y a un ressenti ou des effets sur le terrain? Nous attendons de voir. Mais en temps de cause, en plus de cela, il fallait que l'État, le chef de l'État, aille dans le sens de demander qu'une information judiciaire soit ouverte pour identifier les coupables et les sanctionner. Le chef de l'État ne l'a pas fait, mais le procureur, on ne l'a pas entendu sur la question, mais le garde des Sceaux est sorti pour dire qu'une enquête indépendante sera faite. Jusqu'à présent également, motus et bouche cousue. Mais quelle enquête indépendante? Nous sommes en état de droit. Je ne dis pas qu'il n'est pas de bon aloi de faire une enquête indépendante. Je pense une commission indépendante. Oui, une commission indépendante. Je dis, à côté même de là, avant de parler de commission indépendante, nous avons, jusqu'à preuve du contraire, une justice qui fonctionne. Absolument. Malgré les dysfonctionnements de temps à autre. Mais on a une justice qui fonctionne. Je pense que ce qu'on doit faire, c'est demander à la justice d'ouvrir une information judiciaire. Parler de commission indépendante, tout ça c'est pour noyer le poisson. Mais il n'y a pas de volonté réellement pour élucider, pour éclairer les Sénégalais par rapport à cette situation. Ce qui veut dire que ces 14 morts vont passer par perte et profit. Mais déjà en 2011, des Sénégalais sont morts, c'est passé par perte et profit. Avant 2011, d'autres Sénégalais sont morts durant des échauffourées politiques, durant des manifestations politiques. C'est passé par perte et profit. Donc c'est une mauvaise tradition dans notre pays où à chaque fois qu'il y a des problèmes ou des violences résultant des activités politiques, on s'arrange pour laisser passer et puis après les hommes politiques se retrouvent dans leur combinaison, dans leur partage du gâteau pour continuer à gérer leurs propres affaires. Mais et c'est vraiment regrettable. Aujourd'hui, si l'État n'a pas cette volonté d'éclairer la lanterne des Sénégalais, aucune information judiciaire, est-ce que les familles des victimes ne pouvaient pas se constituer partie civile, par exemple? Bon, il peut parfaitement porter plainte. Pour qu'il y ait procès. Non, pour qu'il y ait procès, non. Ce que les familles peuvent faire, c'est de porter plainte. Et ensuite, mais la justice... Est-ce qu'ils l'ont fait? On sait pas. Bon, ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si les parties, les familles ont porté plainte. Mais les familles peuvent porter plainte contre X.
Ça, les familles peuvent le faire. Oui. Porter plainte devant le procureur pour X. Dès lors que le procureur ne s'est pas autosaisi, ils peuvent le faire. Et à partir de ce moment-là, voir quelle sera l'attitude du procureur. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Je ne suis pas au courant de ça. Mais la loi leur donne la possibilité de porter plainte contre X devant le procureur de la République, à charge pour le procureur de diligenter une enquête. Mais jusqu'à présent, je n'ai aucune information là-dessus. Mais ils ont cette faculté-là. Mais le procureur, quand même, tout le monde l'a constaté pour le déplorer. Quand il s'agit de morts d'hommes, de Sénégalais lambda, on ne l'entend pas. Mais quand il s'agit d'envoyer en prison des hommes politiques, il est prompt à faire face à la presse. Vous avez vu, dernière en date, l'affaire Barthélémy Diaz qui a été convoquée hier au tribunal. Et le procureur qui a requis 5 ans, déjà les commentaires vont bon train. Barthélémy Diaz risque de perdre son mandat de maire. Bon, ça, je ne sais pas s'il va le perdre, oui ou non. Il est condamné. Il est condamné en appel. Ce que je sais, c'est que le parquet, dans l'organisation actuelle de notre système judiciaire, pose problème dans certains cas. Pourquoi? Il a trop de pouvoir. Il a non seulement des pouvoirs exorbitants, mais c'est le lien avec la chancellerie qui fait que souvent, là où les citoyens attendent que le parquet réagisse pour sauvegarder et protéger l'ordre public, le parquet ne réagit pas. Je pense qu'il faut urgemment des réformes pour permettre au parquet d'avoir une autonomie. Et lorsque l'ordre public est gravement troublé, surtout en matière politique, en matière de malgouvernance, que le parquet se réagisse. Notre démocratie, notre état de droit a 2 problèmes. C'est la malgouvernance et les violences politiques. La malgouvernance dans ce pays est endémique et dure depuis des décennies. Et rien n'est fait pour un pays extrêmement pauvre. Les gens dilapident, détournent les deniers de l'État sans aucune conséquence. Sans être inquiété, sans aucune conséquence sur le plan judiciaire. Ce n'est pas admissible encore une fois. L'impunité, c'est érigé en règle. En règle. Là, il y a un effort. Ça, c'est le ventre mou de notre démocratie et notre état de droit. Également la violence en matière politique. Et là également, il faut que le parquet change de pratique, change de doctrine et prenne ses responsabilités pour sauvegarder l'ordre public. Il ne s'agit pas uniquement de s'attaquer à certains hommes politiques qui ont prétendument commis des infractions, mais lorsqu'il y a des infractions qui portent atteinte manifestement à l'ordre public, qui portent atteinte aux deniers de l'État, on attend que le parquet réagisse. Et cela n'est pas le cas. Maintenant, il faut travailler, pousser l'État à faire les réformes, surtout par rapport au parquet, pour qu'on puisse avoir un parquet relativement autonome sur ces questions-là, pour permettre quand même de faire face à cette forme d'impunité, à cette forme d'immunité qui aujourd'hui gangrène notre pays depuis plusieurs décennies. Depuis que ces réformes sont demandées, ça ne vient toujours pas. Là également, c'est une réelle volonté politique, même au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, c'est la même requête qui a été formulée par les magistrats eux-mêmes. Jusqu'à présent, rien du tout. Pourquoi? Mais pourquoi? Vous l'avez déjà dit, Madame Diallo. C'est un problème de volonté politique. Mais plusieurs régimes sont passés. Et les réformes nécessaires pour une rupture dans le fonctionnement de la justice, surtout par rapport au parquet. Parce que le problème de fond dans notre système judiciaire, c'est au niveau du parquet, qui est rattaché à la chancellerie. Il n'y a pas de réforme, parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Il faut créer les conditions pour aboutir à cette volonté politique-là. C'est de créer les conditions pour cela. Il appartient aux citoyens de prendre leurs responsabilités, de s'engager pour créer les conditions pouvant permettre la mise en place de ces réformes-là. Mais en quoi faisant, par exemple? Mais écoutez, les citoyens sont souverains, le peuple est souverain, en choisissant peut-être des leaders, des dirigeants qui vont prendre en charge cette question liée à la réforme de la justice, liée à la réforme dans d'autres secteurs essentiels. Avant que ces dirigeants ne viennent, c'est toujours des promesses qu'ils font, mais dès qu'ils arrivent, ils ne font rien en retour. Oui, mais ce qu'on peut faire dans une démocratie, s'il ne faut rien, on revient devant le peuple et le peuple sanctionne. Et peut-être, forcément, un jour, arrivera où on aura des dirigeants qui auront la volonté d'opérer les ruptures nécessaires dans ce pays. Ce n'est pas que la justice, c'est dans plusieurs secteurs essentiels. La justice, dans le domaine de la malgouvernance, etc., etc. Dans d'autres secteurs névralgiques, il y a énormément de mesures de rupture qui doivent être prises. Et depuis des décennies, on les retarde. Parce qu'on est toujours dans la politique politicienne. Et c'est vraiment regrettable. C'est le peuple, les Sénégalais lambda, qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, qui payent cette situation-là. Mais encore une fois, on n'a que les moyens démocratiques pour faire face à cela. Sanctionner, faire venir d'autres. S'ils ne le font pas, on les sanctionne. Un jour arrivera, naturellement, on aura des gens qui prendront
en charge correctement ces préoccupations essentielles du peuple sénégalais. Qu'est-ce qui va réellement changer, Maître Moussa Sarr, si le président de la République ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature, que le garde des Sceaux ne soit plus le vice-président du Conseil de la magistrature et que le procureur de la République ne dispose plus de tous ses pouvoirs qu'il a entre ses mains? Qu'est-ce qui changera? Écoutez, Madame Diallo, ce n'est pas parce, encore une fois, moi c'est ma position personnelle, que le chef de l'État est membre du Conseil supérieur de la magistrature, que la justice n'est pas indépendante. Quand on parle de l'indépendance de la justice, ça c'est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire les magistrats du siège, ont une indépendance fonctionnelle. Maintenant, il appartient à ces magistrats d'assumer leurs responsabilités. Le problème le plus important, c'est au niveau du parquet où il faut des changements. Maintenant, le président de la République, moi j'estime, compte tenu de ses multiples charges, et étant dans un pays extrêmement pauvre où il y a des priorités ou des surpriorités partout, je pense peut se retirer sur le plan même symbolique, parce qu'on a érigé la justice comme pouvoir pour quitter. Mais sa présence ne signifie pas qu'il y a atteinte à l'indépendance de la justice. Pas forcément. Maintenant, pour le ministre de la Justice, moi je ne suis pas d'accord qu'il quitte, c'est mon avis personnel. La justice est un service. Diminuer ses pouvoirs. Je dis, la justice est un service public. Pour moi, il faut que le ministre de la Justice reste. Mais il faut redimensionner ses pouvoirs. Il ne faudrait pas que le pouvoir ou les pouvoirs de proposition, de nomination ou de gestion des carrières relèvent uniquement des ministres de la Justice. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il ait ce pouvoir, mais qu'on permette également aux magistrats élus par leur père, qui doit être majoritaire dans le cadre de la réforme du Conseil supérieur de la justice, puissent concurremment, les magistrats comme le ministre, faire des propositions, et puis le Conseil supérieur de la magistrature délibère et décide qui doit être nommé à tel ou tel autre poste. Et à partir de ce moment, moi je fais partie des personnes qui pensent, à partir du moment où il y a une réforme du Conseil supérieur de la magistrature, en l'élargissant, en faisant intervenir d'autres acteurs de la société civile, de l'université, etc., que le nom même devrait changer, parce qu'on change de paradigme pour en faire un Conseil supérieur de la justice. Alors, aujourd'hui, on entend les magistrats eux-mêmes dire que la justice n'est pas indépendante. Bon, écoutez, moi, je considère que la justice, en ce qui concerne la magistrature du siège, elle est indépendante. Maintenant, chacun est libre de dire que je ne suis pas indépendant. Mais moi, tous les jours au tribunal, dans mon métier d'avocat, je rencontre des magistrats indépendants qui rendent la justice convenablement. Et au regard des textes, je dis, les magistrats du siège ont une indépendance fonctionnelle. Et il leur appartient de les prendre. Maintenant, je ne dis pas qu'on ne peut pas renforcer ces garanties-là. Ces garanties d'indépendance peuvent être renforcées. Mais au regard des textes, les magistrats du siège sont indépendants. Maintenant, si quelqu'un n'assume pas cette indépendance pour une raison ou pour une autre, ça, c'est son affaire. Mais moi, je ne suis pas de cet avis. Maintenant, par contre, pour le parquet, il y a nécessité de réformer de fond en comble pour permettre vraiment au parquet, surtout sur certains dossiers extrêmement sensibles où on estime que le pouvoir exécutif met la pression sur le parquet, tente d'instrumentaliser le parquet, qu'on supprime par exemple les instructions que la chancellerie donne au parquet sur les questions de poursuite individuelle, etc. Modifier également l'opportunité de poursuite en matière de malgouvernance. C'est-à-dire que pour tous les dossiers liés au rapport des corps de contrôle, qu'on supprime l'opportunité de poursuite pour exiger la légalité de poursuite, pour dire à chaque fois qu'il y aura des rapports où il y a des éléments de détournement décelés, un aspect pénal, et que ces dossiers fassent l'objet de poursuites devant le tribunal en respectant la présomption d'innocence. Je pense que ces réformes, qui ne me paraissent pas extrêmement compliquées, peuvent être de nature à faire évoluer les choses dans le bon sens. Alors, Maître Moussa Sarr, nous comprenons que vous êtes avocat et que vous n'allez pas entrer dans les dossiers pendants, mais il y a une affaire quand même qui continue de faire débat, actualité, l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko. On a vu que la plaignante a dit que vraiment notre justice, elle n'a plus foi en notre justice parce que le dossier n'a pas évolué. Ousmane Sonko lui-même, on a entendu qu'il veut que le procès se tienne, mais on avait vu aussi autant que le deuxième cabinet s'était désisté, on n'avait plus de doyen des juges, mais depuis que le doyen des juges, on a eu un nouveau doyen des juges, mais c'est le statu quo total, personne ne sait comment ou où est le dossier Ousmane Sonko Adji Sarr. Ce que je peux dire, je ne vais pas faire de commentaires sur le jugement ou la perception que la dame a sur la justice. C'est son droit.
elle est citoyenne, elle peut avoir son appréciation. Oui. Elle est libre de dire qu'elle n'a pas confiance à la justice. Oui. Mais moi, malgré les dysfonctionnements et les difficultés, moi, en tant qu'acteur et citoyen, j'ai confiance en la justice. Oui. Cela ne m'empêche pas, dans certains dossiers où il y a des dysfonctionnements, voire des dysfonctionnements très graves, on fait face. C'est ça notre rôle. Mais n'empêche, la justice, elle est là et elle fonctionne. Bon à mal. Maintenant, il faut que tout le monde se mobilise pour pousser, n'est-ce pas, l'État à prendre les réformes nécessaires, etc. S'agissant de ce dossier, sur le principe, encore une fois, ce dossier doit faire l'objet d'une instruction. Ce dossier est dans un cabinet. Le cabinet a un nouveau juge d'instruction. Donc tous les citoyens attendent que ce dossier aille à son terme. Tous les deux protagonistes veulent que la justice soit rendue. À partir de ce moment, quel est le problème? Le dossier, il est pendant devant un cabinet d'instruction. Il appartient maintenant à ce cabinet d'instruction de poser les actes d'instruction pour faire avancer ce dossier. On saura, est-ce que X ou Y est coupable ou X ou Y n'est pas coupable? Mais pourquoi ça traîne? Est-ce que là également, il n'y a pas une volonté politique que les Sénégalais soient édifiés sur cette affaire? Non, c'est une exigence citoyenne. Que les citoyens soient édifiés par rapport à cette affaire qui a défrayé la colonie, qui a entraîné implicitement, qui a été le détonateur de ces manifestations du 3, 4, du 3 mars, etc. Je pense que le moins qu'on puisse faire, c'est aller au bout pour permettre aux citoyens d'être édifiés sur qu'est-ce qui s'est passé. C'est une attente citoyenne, c'est une exigence. Et la justice doit aller jusqu'au bout. S'il y a un coupable, qu'on le chasse. S'il n'y a pas coupable, qu'on le chasse. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce qu'il y a cette volonté, selon vous, Maître Moussa Sarr, est-ce qu'il y a cette volonté qu'il y ait lumière sur cette affaire? Bon, je l'espère. Maintenant, c'est une affaire qui a duré un peu entre guillemets, parce que, écoutez, quand l'affaire s'est déclenchée, le juge qui était en charge du dossier est décédé. On est resté 6 mois sans avoir le deuxième cabinet s'est désisté, il faut le rappeler aussi. Oui, mais le dossier est dans notre cabinet. Depuis quelque temps, il y a un juge qui a été nommé depuis 2 mois, 3 mois. Moi, je ne désespère pas. Je pense que la justice ira jusqu'au bout dans cette affaire. C'est le temps de la justice. Et on saura qui a fait quoi dans cette affaire-là. Et que tous les Sénégalais soient éclairés dans cette affaire-là. Parce qu'encore une fois, c'est une exigence citoyenne. Absolument. Merci beaucoup, Maître Moussa Sarr. Merci, Madame Diallo. Merci. C'est un communiqué qui vient de nous parvenir. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a appris avec étonnement la publication ce 3 mars 2022 sur la page Facebook de l'ambassade de la République d'Ukraine d'un appel aux citoyens étrangers à venir à l'aide à l'Ukraine avec l'appui d'un formulaire d'inscription. Comme suite, son Excellence, M. Yuri Pivorov, ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, je ne sais pas si c'est bien prononcé ou pas, a été immédiatement invité au ministère aux fins de vérification et d'authentification de cette publication. L'ambassadeur a effectivement confirmé l'existence de l'appel et l'inscription de 36 candidats volontaires. Au regard de la gravité de tels faits, le ministère a officiellement notifié au nom du gouvernement de la République du Sénégal une note verbale de protestation condamnant fermement cette pratique qui constitue une violation flagrante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, notamment en ce qui concerne l'obligation de respect des lois et règlements de l'État accréditaire. En conséquence, le ministère a invité instamment l'ambassadeur à retirer immédiatement l'appel sus-indiqué et cesser sans délai toute procédure d'enrôlement de personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère à partir du territoire sénégalais, faute de quoi le ministère se réserve le droit de prendre toute décision qu'appelle la situation. Le ministère tient à préciser, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, bien entendu, tient à préciser que le recrutement de volontaires mercenaires ou combattants étrangers sur le territoire sénégalais est illégal et passible des peines prévues par la loi fait à Dakar le 3 mars 2022. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.